Bonjour. Donc, je vais vous parler d'IBP avec une présentation qui a été faite avec Laurent Larieux, Céline Amberger et puis Marc de Conchat. Donc, vous voyez une association IDF, CNPF et puis INRA, qui est aussi un élément, je dirais, moteur de notre démarche IBP. Alors, cette présentation va cibler sur le développement de l'IBP depuis sa création en 2008, qui a permis de mettre en place un ensemble de ressources complémentaires pour les utilisateurs. Alors, revenons tout d'abord sur l'origine de l'IBP, qui est liée au besoin de disposer d'un outil de diagnostic de la biodiversité pour les gestionnaires, mais un outil qui soit facile et simple d'utilisation et qui permette d'identifier les facteurs améliorables par la gestion. Alors, la réflexion a débuté en Midi-Pyrénées en 2002 avec l'étude d'un massif forestier pyrénéen. Et donc, c'est en 2004 qu'un premier indicateur à l'échelle de la région a été élaboré. Alors, l'IBP, proprement parlé, a été créé en 2008. Cette fois, en étendant la région à l'échelle des domaines atlantique et continental. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est l'objectif de la caractérisation par l'IBP, qui est un indicateur de biodiversité taxonomique, donc de la biodiversité ordinaire, et qui s'utilise à l'échelle du peuplement. Donc on a parlé hier de diversité alpha, et donc on est tout à fait dans ce cadre-là de diversité. Donc c'est un indicateur indirect qui est basé entre les relations connues entre d'une part diversité des espèces et puis d'autre part certaines caractéristiques du peuplement, en particulier complexité structurale et puis continuité spatiale et temporelle. Donc c'est un indicateur composite avec 10 facteurs. Donc il y a 7 facteurs qui sont liés. Alors, je ne sais pas si la souris va apparaître. Ouais. Donc ici vous avez 7 facteurs qui sont liés au peuplement et puis à la gestion, et puis en complément, 3 autres facteurs qui sont liés au contexte. Donc ils se déterminent en suivant une méthodologie standardisée que l'on cherche à rendre simple et rapide. Donc après 2008, des besoins ont été exprimés et puis des améliorations sont apparues possibles. Donc c'est pour ça qu'un programme de recherche-développement a été mis en place. Donc le volet recherche est piloté par l'INRA d'INAFOR et le volet développement est piloté par le CNPF, IDF et CRPF. Alors il faut quand même souligner que ce programme a associé de nombreux utilisateurs et contributeurs et qu'il a eu aussi des liens étroits avec d'autres programmes. Alors le programme de recherche, il s'organise autour de 3 axes. Un focus sur 5 facteurs. Donc micro-habitat dont a parlé hier Laurent Larieux. Ensuite, très gros bois, bois mort au sol et sur pied, continuité de l'état boisé. Ensuite, le deuxième axe vise à quantifier la signification écologique de l'IBP. Et le troisième axe, à évaluer son applicabilité, en particulier l'effet observateur. Donc on a parlé d'ailleurs hier aussi de cette problématique d'évaluation d'effet observateur. Alors, le programme de développement IBP, lui, il s'organise autour de 2 axes. L'amélioration de l'outil et de son utilisation, et puis diffuser l'outil le plus largement, que ce soit par le biais de formation ou d'actions d'information. Alors voyons tout d'abord les améliorations portées à la définition de l'IBP. Ceux qui ont suivi un petit peu le déroulement et qui utilisent l'IBP ont vu un certain nombre de versions depuis 2008. Entre 2008 et puis 2009. La dernière version date de 2013 et donc je vous invite à venir la télécharger sur le site internet dont je parlerai encore après. En fait, ces évolutions, il faut voir en tête que c'est des évolutions de forme d'une part et puis plutôt des ajustements sur le fond. Alors pourquoi ? Pour prendre en compte des évolutions de connaissances, pour améliorer la pertinence des définitions et puis aussi pour améliorer la précision et puis l'ergonomie de l'outil. Alors, le socle de base, lui, restant inchangé, c'est-à-dire la structure en 10 facteurs et puis le système de notation.
Alors une autre évolution a porté sur le domaine d'utilisation qui a été étendu à la région méditerranéenne avec en 2009 donc une version de test qu'on a fait évoluer à une version opérationnelle en 2010, donc avec des adaptations de définition et de seuil. Donc ce qu'il faut retenir, je dirais, de cette définition, c'est que on a cherché d'une part à la rendre suffisamment précise pour avoir une qualité pour l'utilisateur, et puis également unique donc à l'échelle nationale, avec cependant des déclinaisons ou des adaptations, si on peut dire, au niveau des contextes bioclimatiques et stationnels. Alors après avoir travaillé sur les définitions, on s'est aussi pas mal intéressé aux méthodes de relevé. Ceci dès 2009 pour aboutir en 2010 donc à un guide méthodologique qui a été actualisé donc en 2013. Et là, de même, je vous invite à venir la consulter sur le site internet. En sachant que ce travail s'est, je dirais, organisé autour de 3 axes de réflexion, 3 méthodes, le parcours complet, le parcours partiel et puis les méthodes par échantillonnage. Et que pour faciliter le travail des opérateurs, on a aussi proposé des fiches de relevé. Donc, à l'heure actuelle, il existe une méthodologie standardisée qui a été réalisée à l'issue de nombreux tests. Alors, le troisième point sur lequel on s'est attaché en termes d'amélioration est la réalisation de bases de données donc accessible là également sous Internet avec une base Excel. Donc on retrouve un peu les problématiques évoquées précédemment avec Cirfenet, mais cette fois avec les relevés IBP. Donc avec une première version en 2009 qu'on a fait fortement évoluer en 2011. Donc en interne, on a travaillé sur une base Access qui permettait des traitements beaucoup plus complets et détaillés. Et c'est vrai qu'on est en train de chercher à regrouper les 2 bases avec une interface Internet, donc qui permettra donc d'avoir une base de données à l'échelle nationale pour la saisie et l'archivage des données d'une part. Donc par exemple ici, vous avez la carte, voilà, une carte de France avec les quelques milliers de placettes IBP qu'on a déjà réalisées. Et puis un exemple après aussi d'utilisation de cette base de données, c'est la réalisation de présentations standardisées. Donc avec ce graphique radar que je pense certains nombre d'entre vous connaissent, qui présente donc la répartition des différents facteurs et de leurs notes. Et puis l'autre graphique juste dessous, voilà, qui permet de positionner la valeur IBP dans un gradient allant de 0 à 100%, en rappelant que 0, ce n'est pas un seuil minimal et 100 un seuil maximal, comme on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais que c'est une fourchette qui permet de discriminer les peuplements. Alors quittons le volet donc amélioration de l'IBP pour passer au volet communication, orienté tout d'abord vers le personnel technique. Donc avec sur ce graphique le nombre de formations et de présentations. Donc c'est vrai qu'on a fait un effort important de formation, donc avec plus de 600 personnes formées à l'heure actuelle, et puis pas mal de présentations lors de séminaires et de colloques, comme celui d'aujourd'hui avec 17 présentations. C'est vrai que ces formations vont aussi se poursuivre. Donc il y aura notamment vendredi donc un TP où il y aura la notation à la fois IBP et naturalité. Mais pour ceux qui voudraient par la suite également suivre des formations, donc un programme chaque année est mis en place et vous pourrez voir si dans ces formations, on a qui puisse s'intégrer dans votre programme. Alors pour compléter, nous avons aussi donc rédigé pas mal de publications, donc soit sur l'IBP, soit sur certains facteurs. Donc on couvre par ce biais à la fois différents types d'informations et différents publics. Donc il y a des articles scientifiques et puis à côté de ça des articles plus de vulgarisation et d'information. Et je prendrai l'exemple du document qui s'intitule 10 facteurs clés pour la diversité des espèces, dont Laurent Larieux a déjà parlé hier.
donc qui est disponible à l'accueil ou qui sera mis à votre disposition. Donc il y a déjà un plan de diffusion en cours. Et puis il est également consultable et téléchargeable sur Internet. Donc c'est un document qui vise à montrer en fait les relations qu'il existe entre les différents facteurs IBP et puis la diversité en espèces, à montrer aussi l'intérêt de la prise en compte de ces facteurs et donner aussi des préconisations de gestion. Enfin, d'aider au diagnostic IBP. Alors, on le voit ici avec les 3 typologies, donc microhabitat, donc milieu aquatique et milieu rocheux, donc qui sont dans ce document illustré et puis commenté. Alors, les versions actuelles donc, étaient à destination plus d'un personnel technique, et on prévoit une déclinaison à l'intention des propriétaires forestiers dès l'année prochaine. Alors justement, les propriétaires, c'est la deuxième cible de nos actions de communication. En termes de communication, j'ai déjà parlé du document pédagogique, mais il y a également à côté de ça un certain nombre d'articles dans des revues nationales et locales, et puis de l'information lors de réunions techniques ou de la formation lors des cycles FOGEFOR. Alors, il peut être intéressant de voir la perception des propriétaires suite à une formation IBP. Donc c'est pour ça qu'on a mené une enquête en 2013, donc sur 5 régions qui sont présentées ici. Et donc les résultats que je vais vous montrer concernent donc une 60aine de réponses qui vont nous donner donc un certain nombre de tendances par rapport à cette perception. Alors le premier résultat, ou la première tendance, c'est que certains facteurs marquent plus que d'autres. Donc il faut bien avoir en tête que cette enquête a eu lieu entre 1 et 3 ans après la formation. Donc les propriétaires n'ont pas forcément mis en œuvre immédiatement l'IBP. Donc on voit que les facteurs qui mémorisent le plus sont le bois mort et puis l'essence autochtone. Et par contre, un autre facteur qui mémorise beaucoup moins, c'est le facteur continuité temporelle, qui a fait l'objet de pas mal de communications hier, mais qui, c'est vrai, auprès des propriétaires forestiers, est peut-être on communique depuis beaucoup plus récemment sur ce facteur-là, quoi. Donc c'est vrai que ça amène à réfléchir un petit peu sur les raisons. Et je parlais de l'ancienneté de la communication. Il y a certainement aussi le lien entre le facteur et puis l'implication que ça peut avoir pour le gestionnaire. C'est sûr que le bois mort est une problématique qui est souvent évoquée par les propriétaires, ou moins sur lequel on insiste en termes de développement et de gestion. Donc un autre résultat concerne la facilité d'utilisation de l'IBP. On voit que les résultats sont quand même assez partagés entre ceux qui le trouvent simple et ceux qui le trouvent complexe. Les raisons avancées étant la terminologie, le nombre et la définition des facteurs ou les difficultés d'observation. Et le troisième résultat, la troisième tendance, c'est que les comportements changent chez une partie des propriétaires. Donc ici dans le panel, c'est à peu près la moitié. Que ce soit par le maintien de bois morts, d'une diversité d'essences, de la conservation d'arbres à micro-habitat de très gros bois. Alors, si tous ne changent pas leur pratique, malgré tout, chez le reste, là dans le panel, il y a à peu près un tiers des propriétaires qui vont quand même avoir un regard changé sur la biodiversité au travers de cette formation. Donc on peut penser que parmi ces propriétaires-là, on puisse arriver à faire évoluer leurs pratiques dès l'instant où elles puissent s'intégrer dans leur cadre de gestion. Alors pour terminer sur ce volet communication, j'ai plusieurs fois fait des renvois au site internet, et qui pour nous est très important parce que c'est un petit peu la plateforme qui permet de diffuser largement tous les documents concernant l'IBP, donc que ce soit des articles d'information ou des documents d'utilisation, donc les documents méthodologiques, et qui sont donc en libre téléchargement. L'accès à cette page étant, je dirais, relativement facile parce que sur un moteur de recherche, en tapant IBP, en général, on trouve assez vite le lien. Alors pour conclure sur ce volet communication, on voit qu'il est nécessaire d'avoir une communication qui soit à la fois diversifiée et puis aussi continue dans le temps. Et sur l'aspect formation,
C'est vrai que l'importance de cette formation, c'est permettre un apprentissage rapide de l'utilisation de l'IBP et donc permettre à l'utilisateur de réduire très rapidement le temps de relevé et également aussi démystifier l'IBP en voyant exactement en quoi il consiste. Donc voyons maintenant la place de l'IBP dans le paysage forestier avec des contextes variés d'utilisation. Alors je ne vais pas tous les citer, et d'ailleurs on n'a pas d'enquête exhaustive qui le permettrait, mais je vais prendre l'exemple du programme SNB-SLDF pour balayer un certain nombre de situations. Donc c'est un programme de la Stratégie nationale pour la biodiversité donc, qui vise à prendre la biodiversité, à intégrer la biodiversité à l'échelle territoriale, donc celle des plans de développement de massifs et puis des chartes forestières. Donc il y a eu 26 projets financés par le ministère de l'Écologie, dont 11 qui utilisent l'IBP. Donc ils se répartissent entre des projets plus applicatifs, donc avec des utilisations classiques de l'IBP. Et donc là on retrouve les diagnostics IBP sur des propriétés, des actions de sensibilisation et de formation des propriétaires, l'installation de placettes IBP qui peut servir notamment pour de la formation, ou l'utilisation de l'IBP en comparaison de sylviculture. Alors à côté de ça, donc vous avez des projets plus prospectifs, donc comme le suivi de biodiversité à l'échelle territoriale. Donc ça rejoint un petit peu des problématiques évoquées tout à l'heure quant à la question du suivi de biodiversité. L'utilisation aussi de l'IBP dans le cadre de martelloscopes. Également la mise en place d'une trame de vieux bois, donc on en a déjà parlé tout à l'heure, et également il y a un poster qui présente ce projet, et puis aussi dans des comparaisons IBP et méthodes d'évaluation d'état de conservation des habitats. Alors il faut souligner aussi l'intérêt pédagogique de l'IBP, et je m'appuierai juste sur le cas de l'enseignement forestier, qui, avec trois focus, par exemple avec ce référencement de l'IBP dans un manuel pédagogique, donc avec une fiche descriptive. Un deuxième focus sur un projet dans le cadre du programme Biodifort du ministère de l'Agriculture, celui du lycée de Ménières. Donc vous avez ici donc son site internet et donc ils sont en train d'installer des placettes IBP et puis de voir comment l'intégrer dans leur formation. Il y a également un poster présenté par le lycée de Poisy avec le CRPF Rhône-Alpes sur l'utilisation de l'IBP dans un martelloscope. Et puis, juste pour faire le point sur le nombre de stages IBP, donc une trentaine de stages IBP depuis 2008, quoi. Alors, il faut aussi souligner des synergies avec d'autres démarches. Donc, c'est vrai que Aline tout à l'heure a parlé des résultats comparatifs qu'on peut avoir entre évaluation de naturalité et puis évaluation de biodiversité au travers de l'IBP. Donc le cadre de ce colloque se prête bien à parler justement du guide méthodologique d'évaluation de la naturalité dans lequel donc vous avez à la fois les notations naturalité et IBP et également dans les fiches d'évaluation de la naturalité qui regroupent à la fois donc IBP et naturalité. Donc des contextes d'utilisation variés et puis un intérêt qui se manifeste par l'inscription de l'IBP dans la stratégie nationale pour la biodiversité. Donc quelles sont les perspectives après 2013 ? Bien sûr les poursuites des actions de recherche-développement. À côté de ça, des nouvelles pistes. On a vu l'intérêt des enquêtes qui serait intéressant d'élargir. On a vu aussi qu'il y avait un certain nombre de blocages qu'il va falloir essayer de lever. Que ce soit par rapport à l'intérêt perçu des propriétaires et des gestionnaires sur la biodiversité et l'IBP, sur la complexité rencontrée par un certain nombre d'utilisateurs, et puis sur, l'appropriation de l'IBP dans la gestion courante. Une dernière des pistes consiste également à viser à mettre en place un réseau d'utilisateurs. Ça nous semble assez important parce qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent, dans leur forêt ou dans leur région sur des thématiques similaires et il nous semble important de pouvoir les mettre en réseau. Et une newsletter vous sera proposée en 2014.
Et pour conclure, je dirais que 2 facteurs clés qui nous semblent importants dans le développement de l'IBP passé et puis à venir, c'est ce fameux réseau d'utilisateurs et de contributeurs. Et bon, je citerai quand même aussi nos financeurs, ministère de l'écologie et puis le ministère de l'Agriculture par le biais de Biodifor. Et puis le deuxième point aussi, c'est le respect d'un cahier des charges initial, donc les objectifs que j'ai cités au départ, qu'on a toujours essayé de respecter et qui pourrait se résumer par cette formule, prendre en compte la biodiversité ordinaire dans les nombreuses forêts qui ne pourront pas être étudiées finement. Je vous remercie de votre attention.